Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Patrick Bertrand. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du groupe Cegid, qui est un éditeur de logiciels de gestion. Et vous avez publié la semaine dernière vos résultats. Le chiffre d'affaires total est en baisse, 258 millions d'euros. C'est un recul de 2,2%. Le résultat opérationnel courant a également baissé, tout comme le résultat net d'ailleurs. Mais cette évolution à la baisse de votre chiffre d'affaires est à pondérer en quelque sorte, parce que vous progressez dans certains secteurs. On va les détailler, notamment ce qu'on appelle les abonnements au logiciel. Ça, c'est une nouvelle façon de travailler pour vous. Absolument, c'est pas simplement une nouvelle façon de travailler, c'est une exigence du marché. Il y a une tendance très forte aujourd'hui des entreprises à considérer que leur métier, c'est de développer leurs activités, ce pourquoi elles ont été créées et ce pourquoi elles investissent, et d'essayer de faire en sorte que l'informatique est un élément essentiel, le numérique, soit de plus en plus un support qui peut être externalisé. Donc ce qu'on appelle le cloud ou le software as a service est effectivement une nouvelle mode d'utilisation des systèmes d'information. Alors juste pour expliquer aux auditeurs, c'est assez simple. Dans un mode traditionnel, l'entreprise acquiert le logiciel ou système d'information et le gère. Et dans ce mode par abonnement, le système d'information est hébergé à l'extérieur et l'entreprise se trouve dans une logique où elle règle par abonnement cette capacité qui est mise à sa disposition. Donc du coup, votre chiffre d'affaires a baissé sur la vente de Alors, licences. c'est pas la seule explication, parce qu'il y a le contexte économique quand même qui a été difficile, mais c'est vrai que ça préfigure une évolution du modèle, puisque dans un mode classique, on enregistre le chiffre d'affaires tout de suite, puisque c'est une vente de licences et de systèmes d'information. Et dans le modèle cloud et software as a service, on enregistre le chiffre d'affaires au fur et à mesure de la facturation. Ce sont des contrats en général sur 36 mois qui se renouvellent 2 ou 3 fois. Et donc forcément, le chiffre d'affaires s'enregistre sur les mois qui suivent. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est un des points importants de l'exercice 2012, c'est ce qui traduit notre dynamique commerciale, c'est l'augmentation du portefeuille de contrats que nous avons signés. Et cette augmentation est très forte, puisque nous sommes passés de 33 millions à 50 millions, c'est-à-dire une progression de 57%. Et là, on est vraiment au cœur de la dynamique commerciale et industrielle de Cegid, qui traduit aussi le fait que Cegid est bien positionné sur le marché, puisque tous les cabinets d'analyse mettent en avant que l'investissement informatique est un peu moins élevé cette année du fait de la conjoncture, mais par contre, il y avait un vrai driver du marché qui était ce mode d'utilisation en software as a service ou cloud, avec des tendances de l'ordre de plus 30%, et nous situons régulièrement au-dessus des tendances du marché, parce qu'on a pris les positions et on a fait les choix industriels qui convenaient. Alors les effets du contexte économique, vous les ressentez aussi avec le service public, parce que là, votre chiffre d'affaires est en recul également. Tout à fait. Donc dans le paysage de ce qui s'est passé en 2012 pour Cegid, on a un peu souffert dans la partie secteur public, pour des raisons à la fois de conjoncture et à la fois d'historique, puisque cette activité vient d'acquisitions que nous avions réalisées au cours des dernières années. C'est d'ailleurs un peu surprenant, cette tendance, puisque il me semble, j'ai d'ailleurs largement eu l'occasion de l'évoquer dans d'autres cercles, que un des moyens de moderniser l'État, l'État et les collectivités territoriales, un des moyens de faire face à cette problématique des dépenses publiques, c'est très clairement de moderniser l'État au travers d'investissements massifs dans le domaine du numérique. Donc, en théorie, on devrait avoir une dynamique très forte, mais qui se confronte... L'État n'a plus d'argent ou il n'y a pas de volonté? Alors, tout à fait, ça se confronte effectivement avec la problématique des dépenses publiques, mais niveau des dépenses publiques. Mais nous savons bien, nous aussi, dirigeants d'entreprise, que c'est pas parce que le contexte est difficile qu'il faut pas mettre en œuvre ce qu'il faut pour justement être plus compétitif quand il s'agit d'une entreprise, ou au contraire faire en sorte qu'on puisse faire face à d'autres enjeux, ce qui est le cas dans le domaine public. Parce que très clairement, le numérique est un outil de compétitivité des entreprises dans un environnement plus privé, d'activité industrielle ou commerciale, et compétitivité finalement du service public, compétitivité au sens de l'efficacité du service public. Et l'efficacité du service public, elle se mesure entre la qualité de ce que l'on amène aux citoyens et l'investissement et le coût
de ce service public. Très clairement, le numérique est sans doute un magnifique driver pour la modernisation de l'État et la qualité et le développement de la qualité de la relation avec le citoyen. Un numérique bien géré, bien pensé peut faire baisser les coûts pour une entreprise ou pour le service public. C'est ce À que vous dites. l'évidence, Ouais. lorsque vous êtes une industrie, par exemple dans l'industrie manufacturière qui a beaucoup souffert, qui est largement soumise à la compétition mondiale et là à la compétition coût, notamment de la part d'un certain nombre d'autres pays, eh bien, le moyen de mieux gérer ses coûts, c'est d'investir dans le numérique. Je prends un exemple, mieux gérer ses stocks, mieux gérer le niveau de matières premières dont vous avez besoin pour produire le produit fini. À l'évidence, ça permet d'améliorer la gestion des coûts et donc d'être plus compétitif. Donc investir dans le numérique, c'est un outil de compétitivité. Mais les logiciels que vous proposez ne sont pas uniquement faits pour la gestion des stocks, vous gérez également les ressources humaines. Il y a des logiciels qui existent pour ça, c'est ça? Tout à fait. Donc la stratégie de Cegid, c'est d'être un éditeur de logiciels spécialisés. C'est-à-dire que nous n'avons pas voulu nous positionner comme un éditeur de logiciels généraliste. Donc on a fait des choix de compétences et de spécialisation, soit des compétences qui concernent l'ensemble des entreprises. C'est le cas de la paye et des ressources humaines, de la comptabilité finance, de la fiscalité, ou nous avons fait des choix aussi sectoriels, c'est-à-dire que nous amenons à des secteurs d'activité des logiciels dédiés. Je l'évoquais pour l'industrie manufacturing, pour le secteur du retail, la gestion des points de vente avec un fort développement à l'international. Le secteur public, nous l'avons évoqué, la profession comptable qui a besoin d'outils qui sont de nature un petit peu différente, d'outils plus généralistes qui nécessitent beaucoup d'interventions et notamment beaucoup d'interventions de paramétrage. Nos logiciels embarquent un code métier, c'est-à-dire un code et des fonctionnalités qui correspondent très précisément au métier qu'on adresse. Ce système d'abonnement au logiciel nécessite, on imagine, une sécurité beaucoup plus importante. Il y a des risques plus accrus. Disons. Alors, elle nécessite beaucoup de choses. C'est intéressant d'ailleurs ce que vous évoquez sur la sécurité parce que cela a été largement évoqué, que la sécurité ou la crainte concernant la confidentialité des informations freinait le développement du cloud et le développement du software de service. En réalité, c'est en train de basculer parce que la plupart des entreprises, notamment des entreprises moyennes, comprennent que confier son système d'information à quelqu'un dont c'est la spécialité, la compétence qui a été renforcée chez Cegid par un accord que nous avons passé avec IBM, qui va gérer notre centrale numérique. Eh bien, le niveau de sécurité qui est apporté est bien meilleur que celui qu'on peut gérer en interne. On le comprend bien quand vous êtes une PME de 100 ou 200 personnes, gérer le sujet des antivirus, de la sauvegarde, de la sécurité des données, c'est pas forcément une compétence qui existe en interne. Eh bien, cette compétence, nous l'apportons. Combien de salariés, de collaborateurs au sein de votre entreprise, Alors, on au est sein du groupe? pratiquement 2100 personnes et j'ai souvent l'occasion de dire que c'est dommage d'ailleurs, mais il y a des raisons à cela. C'est probablement une des rares ETI de l'économie française, de l'économie numérique. Vous savez que c'est un vrai sujet en France. On a une économie qui est composée de très grandes entreprises, d'ailleurs qui réussissent remarquablement et je crois qu'on on ne le dit pas assez. C'est une French Touch. Et puis un tissu de toutes petites entreprises. Il manque l'entre-deux, c'est à des entreprises qui sont sorties de la phase pionnière et qui sont devenues des entreprises avec de vrais projets industriels et qui sont passées à un stade des vrais développements. Alors, elles manquent de visibilité, ces entreprises de taille il intermédiaire? y a beaucoup d'éléments. Je crois on a largement évoqué le sujet du financement. C'est vrai que ça a d'ailleurs beaucoup profité à Cegid lorsque existait un second marché extrêmement dynamique. Eh bien, c'était un moteur de croissance pour les entreprises parce qu'elles trouvaient du financement. Il y a aussi le contexte. Le secteur bancaire est aujourd'hui un peu frileux par rapport aux besoins des entreprises. Et puis, il y a aussi un contexte plus global. Je crois que c'est un état d'esprit. Le fait de devenir une ETI. Il y a plein d'autres éléments, plein d'autres explications, mais c'est un état d'esprit. Je crois que quand on crée une entreprise avec la vision, comme nous l'avons eu, comme Jean-Michel Aulas l'a eu quand il a créé Cegid, de vraiment créer une saga industrielle, un vrai projet industriel, et pas de se mettre dans une logique où, au bout de 2 ou 3 ans, je vais vendre mon entreprise. Eh bien, à l'évidence, ça porte une vision, et cette vision, elle porte l'exécution de votre stratégie. C'est, je crois, assez essentiel. Après, il faut savoir saisir les opportunités. Dans notre métier, les opportunités, par exemple, de rupture technologique. À certains moments, il y a des ruptures technologiques qui
doivent permettre de se développer, de prendre un nouveau chemin et d'accélérer son développement. Tous ces éléments concourent à l'existence d'un certain nombre d'entreprises qui ont bien réussi dans notre secteur et probablement un secteur trop fragmenté, beaucoup de petits éditeurs de logiciels qui font un travail remarquable, mais une difficulté à progresser. On peut peut-être rajouter un dernier élément, 2 autres éléments. Il n'y a pas de marché unique en Europe, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on pense, c'est 27 pays ou 28 pays. Et puis, il y a un environnement qui n'est pas très favorable pour les petites entreprises, notamment dans l'accès à la commande publique. C'est ce qu'on appelle l'appel de tout le monde à un Small Business Act. Et puis aussi la relation qui s'améliore grandement entre petites entreprises et grandes entreprises. Il y a une orientation qui a été donnée au travers du pacte PME, où les grandes entreprises s'engagent à non pas favoriser, mais en tout cas à faire tout ce qu'il est possible pour faire confiance à des fournisseurs qui sont de taille plus petite, dès lors évidemment que la qualité des produits et services est à niveau. Et il y a là aussi un élément d'explication en comparaison d'autres pays sur le fait qu'on manque de TI. Quand vous disiez tout à l'heure que le secteur bancaire est frileux, ça veut dire quoi? Les banques ne font plus leur travail auprès des entreprises? Non, je crois que moi, je ne fais pas partie de ces gens qui opposent. Ouais. Par contre, je pense qu'on peut aussi raisonnablement faire des constats. Et les constats de terrain correspondent à ce que vous évoquez, c'est qu'il est extrêmement compliqué aujourd'hui pour une entreprise de faire face à ces contraintes de financement. D'autant plus que la plupart du temps, ces contraintes de financement ne sont pas tellement des contraintes de financement d'investissement, mais des contraintes de financement du besoin en fonds de roulement de l'exploitation courante. Et c'est vrai, c'est la réalité. Si on faisait un sondage, je crois que tout le monde l'évoquerait. Les banques aujourd'hui sont dans des contraintes de toute nature, mais on a vu qu'il y a eu un certain nombre de reports, notamment d'application de Bâle III. Je crois que la dynamique autour du financement de l'économie est un élément essentiel, d'autant plus que, comme chacun le sait, la France est majoritairement financée par le secteur bancaire et le crédit interentreprise, qui sont, entre guillemets, 2 sujets, en comparaison d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où on trouve bien d'autres sources de financement, et notamment de financement de nature privée, fonds d'investissement ou ce qu'on appelle le private equity. Donc l'impact de l'activité du secteur bancaire vis-à-vis de l'économie est essentiel. D'où les initiatives d'ailleurs qui ont été prises notamment avec la BPI. Vous poursuivez évidemment votre expansion à l'étranger. C'est là que se trouvent les relais de croissance pour Cegid? Alors en partie, le relais de croissance, on l'a évoqué, il est vraiment sur ce nouveau modèle d'utilisation des systèmes d'information avec le cloud et le software as a service. Pour ce qui concerne l'international, on a fait un choix d'aller à l'international sur les lignes de produits sur lesquelles nous estimions avoir un véritable avantage compétitif. C'était le cas pour le secteur du retail, c'est-à-dire la gestion des points de vente et de l'encaissement dans les points de vente des grands retailers. On a bien travaillé puisque ce secteur représente à peu près 45 millions d'euros chez Cegid. En 5 ans, plus du tiers du chiffre d'affaires est réalisé à l'international avec des croissances de 25 à 30% Vers chaque quel année. pays, alors tout autour du monde, sur les grandes zones. D'ailleurs, nous ouvrons cette année le Brésil, l'Asie, les Émirats arabes unis, enfin on accélère l'Asie puisque nous étions présents en Chine et la Russie. Et donc notre positionnement à la fois en termes de produits dédiés à ce secteur, en y rajoutant le fait qu'il n'y a quasiment pas aujourd'hui de logiciels de gestion des points de vente qui sont utilisables dans l'ensemble du monde. Et du coup, la plupart des grands retailers jusqu'à présent utilisaient un système d'information sur le continent nord-américain, un autre en Europe, un autre en Asie. Notre logiciel et nos logiciels et notre offre logicielle aujourd'hui permet à ces grands retailers d'équiper leurs points de vente avec un seul et unique système d'information. Donc c'est ça qui nous donne l'avantage compétitif, qui réussit bien parce qu'on a démarré en accompagnant les grandes marques françaises dans leur développement à l'international. Et aujourd'hui, on fait plus de nouveaux clients en local que nous n'en faisons sur la base française qui était la base originelle de Cegid. Alors, quels sont vos clients? Vous travaillez avec les grandes entreprises, les PME? C'est très diversifié? Alors, ça dépend effectivement des lignes de produits. Évidemment, on a un spectre et un focus naturel sur les PME et la profession comptable, qui représente à peu près 35 à 40% du chiffre d'affaires. Dans le secteur de la fiscalité, on est très présent dans les grands comptes. Le retail
aussi. La partie ressources humaines, c'est le cas aussi. Donc, selon les lignes de produits, on est positionné plutôt sur le milieu du mid-market ou au contraire sur le sur le haut du marché. Quels sont les métiers chez vous? En fait, vous parliez de 2000 collaborateurs. C'est quel métier? Beaucoup de Alors, recherche il y a et 4 grands développement. métiers, bien sûr la recherche-développement, l'innovation, le commerce, absolument essentiel, avec une approche très multicanale, appuyée sur à la fois des réseaux commerciaux internes et des réseaux commerciaux externes, et puis tout ce qui concerne le service, c'est-à-dire le support téléphonique, l'aide à l'utilisation des logiciels, et puis la formation et le déploiement des systèmes d'information chez les clients. Ce sont les 4 grands métiers de Cegid. Là, vous faites partie de ce qu'on appelle les business angels. C'est vrai que vous encouragez la création d'entreprises. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous dans votre démarche. Essentiel, d'ailleurs, par intimité personnelle aussi et affinité personnelle. D'ailleurs, j'en fais depuis 25 ans. On ne parlait pas de business angels à l'époque. On parlait plutôt de love money. Maintenant, il y a des mots très, très anglo-saxons qui définissent cela. Je crois que nous avons, nous, dirigeants d'entreprise, on parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises. Mais il y a aussi la responsabilité sociale du dirigeant d'entreprise. Donc, elle peut se déployer sur bien des domaines. Mais il me semble que nous avons, nous, une compétence particulière, et le fait d'accompagner cette dynamique entrepreneuriale est un élément qui est tout à fait essentiel. Est-ce qu'il est encore facile d'entreprendre en Oui, France aujourd'hui? Certains disent non. Non, mais après, on peut. Il y a des phénomènes conjoncturels. Après, ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique structurelle. On a encore investi avec notre groupe de Business Angel il y a une dizaine de jours dans une magnifique petite start-up, ce qui prouve qu'il y a des gens compétents et qui connaissent le fonctionnement de l'économie qui continuent à investir. C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'obstacles. Et je dirais que le premier d'entre eux, chacun a pu s'exprimer là-dessus, c'est qu'il faut créer un sentiment général qui soit favorable à l'entrepreneuriat. C'est basique, c'est vrai dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, c'est vrai quand on manage une entreprise, eh bien quand on manage un pays, il faut donner le sentiment que les lignes que l'on veut pousser pour développer l'économie s'inscrivent un petit peu dans ce que je dirais un peu une logique d'amour, quoi. Entrepreneur, je vous aime, et je crois que ça aide. C'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit. Ouais. Après, si on vient sur les mesures spécifiques, il me semble que le sujet du financement des startups, notamment en early stage, est un élément qui est tout à fait essentiel. Et dans la deuxième phase, avec une bourse, alors il y a des tendances et des réflexions autour de cela, mais la bourse des PME est un élément qui est tout à fait essentiel. Le sujet de la fiscalité est aussi un point sur lequel nous pourrions revenir, notamment dans la partie du numérique. Et puis, vous savez, ça a été évoqué il y a déjà quelques mois dans le cadre de la loi de finances, mais je crois qu'il y a un moment donné, il faut que l'entrepreneur puisse récupérer une partie de l'investissement et puis surtout du risque qu'il a pris. Il ne faut pas que la fiscalité soit spoliatrice de cette dynamique et de cette prise de risque. C'est le cas aujourd'hui en France. C'est le cas, même si beaucoup de choses ont été modifiées et amodiées par rapport au projet initial. Mais je crois vraiment qu'il y a 2 messages importants. Le premier, c'est de dire qu'un véritable entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui pense vendre son entreprise dans les 2 ans. Et les mouvements qu'on a entendus autour de la loi de finances ont laissé penser cela. Je pense que c'est un mauvais message. Mais la deuxième réalité, et le deuxième message aussi, c'est comparer la prise de risque de l'entrepreneur, qui est aussi capitaliste, puisqu'il investit dans son entreprise, avec la logique rémunération du capital équivalente au travail, mais rémunération du capital de celui qui investit tous les jours en bourse et qui fait des allers-retours. Je crois que c'est un mauvais message, que c'est un mauvais élément de pédagogie, et c'est ce qu'a traduit les actions qui ont été menées à l'époque du projet de loi de finances. Donc il faut faire bouger tout ça, bouger les lignes, mais ce que je peux vous dire, oui, il y a un certain nombre de jeunes, et d'une certaine façon, d'ailleurs, c'est pas mal d'aller se frotter à l'entrepreneuriat à l'international, mais il faut qu'on puisse arriver à passer ce message qu'il est possible d'entreprendre en France, et il y a moultes exemples. Merci Patrick Bertrand, directeur général du groupe Cegid. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1. Merci. Merci.